Bienvenue à toi sur le bonus de C'est quoi ta ref de l'épisode 2 qui est consacré aux auteurs. Si vous n'avez pas encore écouté d'ailleurs, je vous y invite, mais rassurez-vous, ce n'est pas obligatoire pour profiter de cette interview. Justement, cette interview est celle de Martin Darondeau, auteur notamment de la série Brut et de nombreuses autres choses, mais ça, vous allez le découvrir. Allez, je me tais et je vous laisse profiter avec la première question qu'on lui a posée. C'est quoi ta ref ? Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. En fait, il y a deux choses, il y a les refs et les inspirations. Et je pense que le plus important, au-delà des refs, c'est les inspirations. C'est ce qui te donne des idées, ce qui te donne envie de faire. Et les inspirations, elles sont pas que cinématographiques. Elles le sont, bien sûr, et c'est ce qui fait partie des références. J'aime beaucoup Scorsese, j'aime beaucoup Guy Ritchie, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais dans l'humour, j'aime beaucoup les Monty Python. C'est des choses, quand tu vois gamin, forcément, t'adores. Les Nuls, pareil, j'ai regardé les Nuls toute mon enfance, ou Didier, tu vois, c'est des films, ou le Père Noël est une ordure, c'est des films, Didier et le Père Noël est une ordure. On est même ref. Ouais, non mais c'est vrai, mais moi, c'est deux films que vraiment, genre, j'avais une cassette chez moi, et genre, je la mettais, je regardais 20 minutes, je mettais pause, j'allais manger, je revenais, je regardais la suite. Quand c'était fini, je revenais au début, je recommençais. Vraiment, je les connais, c'est deux films que je connais vraiment par cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Donc il y a les références et il y a les inspirations. Les inspirations, elles sont au-delà du cinéma, comme je disais. Elles sont dans la vie, ça peut être de la musique, ça peut être des tableaux pour certains, ça peut être des expériences de vie tout simplement, des trucs, des faits divers aussi. Moi je sais que j'ai des courts-métrages que j'ai écrits parce que l'idée m'est venue d'un fait divers. Je me suis dit putain mais c'est débile ce truc, il faut en faire une histoire. Est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Par exemple, mon premier court-métrage, Troc-Mort, je sais pas si vous l'avez peut-être pas vu. Moi j'ai En gros, t'as réussi à le voir. En gros, l'idée, elle est. En gros, je rentre un soir chez moi et j'ouvre Internet et je vois une news qui dit 2 croque-morts se font enlever leur corbillard parce qu'ils étaient garés sur une place handicapée. Je me dis, ils sont vraiment débiles ces croque-morts, et je me dis, c'est super drôle en fait d'avoir des croque-morts gauche à qui il arrive que des merdes. Et donc j'en parle à Julien Labigne, mon co-auteur. Et je lui raconte l'histoire, et il se marre, et on part de ce truc-là. Après, on raconte autre chose, on raconte pas du tout des croque-morts qui... Enfin, on raconte des croque-morts, mais pas sur une place où ils se font enlever leur corbillard, mais en tout cas qui perdent leur cercueil, etc. Et donc on est parti de ce fait divers pour raconter une histoire. Et ça fait un autre fait divers parce que... Et du coup, ça crée un autre faux fait divers, ouais, bien sûr. Et du coup, c'est avec les rêves que tu as cités, plus ce truc-là, on est d'accord que c'est prends le bien, hein, mais c'est la connerie en fait qui inspire aussi. Ouais, bien sûr. C'est la bêtise gentille, on va dire. C'est un peu ce que j'aime, la comédie. Enfin, moi, je suis rentré par cette porte-là. Après, ça veut pas dire que j'aime que ça et que je veux faire que ça dans ma vie. Mais moi, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire et de faire. C'est les blagues. Dans le dernier, la preuve, je pense que c'est ton dernier court-métrage, Nos héros, que tu avais sorti. Pour le coup, il y a un peu de comédie, bien sûr, mais le fond est vachement plus profond que ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est en fait donc Nos héros qui a été réalisé par Léo Grand-Perret. C'est Léo qui m'appelle au début, qui me dit juste à la toute fin du confinement, du premier confinement, et il me parle du truc, machin, et en fait il me dit j'étais dans un supermarché et c'est marrant comme les gens n'osent pas se toucher, ont peur, sont devenus cons et tout. Et on réfléchit à ça, et en fait on s'est très vite dit il faut qu'on mette du fond. Si on raconte que un truc débile, on va se dire c'est un petit sketch sympa, mais il faut qu'on arrive à mettre un fond. Et mettre un fond, on a essayé de le faire en parlant des soignants, en parlant du regard qu'on avait par rapport aux soignants et la débilité qu'on peut avoir à parfois les applaudir le soir et derrière faire n'importe quoi. Ouais, parce qu'en plus à la fin, on va pas spoiler. Mais à la fin... oui, bon après c'est pas Star Wars, mais voilà, mais oui, on voulait mettre du fond. Ça va ? Mais Allah, tu pourrais l'aider au moins. Enfin, je peux pas. Avec mon asthme, c'est trop risqué. Vas-y, toi, en plus, t'es une femme. Et alors ? Eh ben alors, t'as moins de chances d'être contaminé. Quoi ? Oh, arrête, ils arrêtent pas de le dire aux infos, merde. T'as tes rêves, tes inspirations, mais est-ce que la vie de tous les jours t'inspire aussi ? Plus que tout. Ouais. Plus que tout. Mais plus que tout. Je te dis, les rêves... Oui, les rêves c'est cool parce que tu dis j'adore ça, donc tu forges un petit peu, tu délimites un peu ton univers peut-être grâce à ça. Mais ce qui t'inspire vraiment,
c'est la vie de tous les jours, c'est les gens que tu rencontres, les histoires qu'on te raconte, ce que tu vis, tes tristesses, tes bonheurs. Et du coup, est-ce que si on voit quelqu'un qui nous regarde et qui nous fixe, c'est un auteur? Peut-être. Ouais. Je sais plus quel réalisateur disait vous voulez réaliser, arrêtez de prendre le taxi, mettez pas de musique et allez dans le métro, écoutez les gens, regardez. Et t'es d'accord avec ça? Bah bien sûr. Non mais bien sûr. Mais de toute façon ça se sent quand t'es dans le métro avec ton casque et que t'es enfermé dans ton podcast. Enfin, faut écouter des podcasts, attention. mais t'es enfermé dans ta musique. Le mec qui fait de l'antipub, le débile, tu sais. Non mais le mec écoute sa musique, dans le métro. Quand t'écoutes ta musique et quand tu n'écoutes pas, t'es tout de suite plus... t'écoutes plus ce qui se passe autour de toi. Mais c'est toutes les générations qui disent qu'il faut observer. Cette année, j'ai suivi une masterclass de Vincent Lindon. Ouais. Et c'était son premier conseil. Il faut observer. Premier conseil, observation. Bah, bien sûr. C'est-à-dire, vous marchez dans la rue, vous regardez les gens comment ils se tiennent. Ouais. Et du coup, nous avez une masterclass où ils bougeaient un peu, comme un serveur, comme un truc et tout. Et vraiment, je veux dire, c'est intergénérationnel ce truc-là d'observation. Ah non, mais c'est... Pour la création de personnages aussi. Ah, mais pour tout. Après, il faut pas être un malade, tu vois, d'être sur les gens et tout. Au poste rapidement, ouais. Non, mais il faut être... aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Non mais tu vois, il faut être ouvert quoi. Il faut être... faut pouvoir capter, il faut toujours être un peu en veille. Ouais. Et tu observes pareil si tu dois préparer par exemple un rôle, genre, parce qu'on va rappeler que tu es acteur aussi. Ouais. Quand tu dois bosser un rôle ou que tu dois te charger de quelque chose au niveau actorat, tu t'inspires pareil, tu regardes pareil, ou alors pour écrire peut-être c'est un peu différent. Non, tu regardes plus des personnes, forcément quand tu crées un rôle, tu te cales plus sur des personnes, mais après t'essayes aussi quand tu crées un personnage, enfin en tout cas pour moi, c'est de pas forcément dire tiens il faut absolument que j'amène, faut que je fasse ça, et du coup il faut absolument que ça soit loin de moi. Moi je trouve ça aussi intéressant de partir de soi, de partir d'un truc très petit, de réussir à ressentir les choses, à comment moi je le ressens, et petit à petit tu crées ton personnage et tu l'amènes par ça. Et si tout de suite tu te crées un clown, si tu vois, bon bah voilà, tu l'amènes tout de suite très loin et tu joues à quelqu'un, mais tu vis pas le truc forcément. Tu vois, le ramener à soi à chaque fois, c'est vachement important. Ouais, tu pars de toi et après petit à petit tu l'éloignes, parce qu'il faut pas être soi, on est bien d'accord avec ça, mais il faut... c'est doucement quoi, c'est des petits trucs, des petites choses quoi. Ok. Et donc t'écris pour le théâtre, pour le cinéma, pour tout en fait, parce que j'ai l'impression. Est-ce que c'est la même manière de travailler pour chaque type? Ça part toujours d'une envie, ça c'est sûr. Ça part d'une envie et après en fait l'envie, tu te dis tiens cette envie-là, ce truc-là, en fait c'est un court-métrage. Ou en fait ce truc-là, ah bah non ça c'est un long parce qu'il faut le temps de le raconter. Ou non ça faut le faire au théâtre parce que c'est génial. Et puis parce que ça va coûter trop cher de le tourner au cinéma. Donc faut en faire un truc au théâtre, on va pouvoir tout figurer. Tu vois. Tu dois avoir plein d'idées. Ouais, c'est des... Et comment tu te dis celle-là, bon elle est pas si ouf que ça Bah c'est l'idée elle-même qui te le fait comprendre à un moment je crois. Non mais tu vois parfois tu développes des trucs, t'as des idées, t'as vraiment l'impression d'être un génie. Et puis au bout de 2 jours, 2 semaines ou 2 ans, tu te dis en fait, 2 ans, j'y arrive pas. Suer, bah ça arrive parfois. Ouais. Parfois t'as des projets, tu les tiens, alors tu fais pas que ça de ta vie, hein, mais t'as des trucs qui tournent, tu vois, en fond, et puis tu te rends compte que tu t'es trompé, que c'est pas le bon truc. Mais c'est pas grave de se tromper. Recul, du coup, ouais, faut avoir du recul. Faut arriver à avoir de la distance par rapport à ce que tu crées, je pense. Faut s'entourer aussi, du coup. Faut être entouré de gens bienveillants qui vont te faire des retours intéressants, objectifs, non mais surtout bienveillants quoi. Qui vont pas te défoncer ton truc si on lit que ton scénario qu'on dit c'est de la merde, bon bah ça va pas t'apprendre grand chose quoi. Ouais. Et tu vas avoir au contraire une réaction épidermique de dire bah non pourquoi machin. Donc il faut réussir à être bien entouré c'est sûr, et en distance c'est super important. D'arriver à se dire l'œuvre c'est pas moi, enfin c'est quelque chose que j'ai créé qui existe. Mais ce n'est pas moi et voilà. Faire attention à pas trop prendre à cœur. Faut pas se juger à travers son œuvre. Ok, d'accord. Mais en parlant d'être bien entouré, on peut dire que t'as été pas mal entouré depuis le début de ta carrière. T'as été avec Jordi dans un premier temps, bien sûr. Le Bolloc, avec Bertrand, Muscla, avec Léo Grandperret pour notamment le Nicolas. Julien Labigne avec qui j'écris beaucoup aussi. Julien Labigne. Parce que j'ai toujours repensé que en fait c'est plus marrant d'échanger quoi. J'écris des trucs tout seul et tout bien évidemment, mais c'est tellement plus intéressant de créer un truc à 2. Alors à 3 c'est encore une autre écriture, à 4 à 5 j'en parle pas, mais c'est sûr que quand t'es 2 t'échanges, tu partages, et puis surtout t'as une validation immédiate. C'est-à-dire surtout quand tu fais de l'humour et que tu crées une histoire,
on est deux, on écrit. Quand tu fais une vanne, l'autre il rigole, il aime, il dit oui, c'est bon, tu sais que c'est bien. Mais est-ce qu'il faut avoir le même univers ? Il faut écrire le même projet. Il faut écrire le même film. Parfois tu développes un projet, et ça m'est arrivé avec des co-auteurs. On développe une idée, on se dit génial. Et en fait, au fur et à mesure, on travaille, on se dit mais en fait, on n'est pas du tout on n'a pas le même film en tête. Mais il est pas drôle, mon pote. Non, c'est pas il est pas drôle. C'est pas du tout il est pas drôle. C'est on n'a pas le même film. Et ce qui est en même temps formidable et très dur dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que tu bosses des maths avec quelqu'un, 2 + 2 ça fait 4, on est d'accord. Après, de savoir comment il faut raconter une histoire, il y a tellement 1000 milliards de façons de faire que personne n'a raison. Et donc quand tu échanges de points de vue, parfois tu te prends la tête sur des trucs et tu te dis mais en fait, ne nous prenons pas la tête, on n'a juste pas la même histoire en tête, c'est tout. Enfin la même manière de le raconter. Ouais, c'est... Et du coup, t'étais très bien entouré. Et est-ce qu'il y avait des gens avec qui tu aimerais travailler, que ce soit derrière la caméra ou sur le papier Moi j'aimerais beaucoup bosser avec un comédien qui s'appelle Philippe Rebaud. Papa! Lucas, mon grand, faut y aller là. Faut qu'on s'en aille. Allez, viens, putain, Lucas! Pardon, mon fils. Pardon, ça va, mon grand. Regarde, ça va, c'est papa. Excuse-moi, je t'ai fait peur, mon grand. Regarde, je t'ai amené ton diplôme. Il est là, diplôme. Ouais, je vois qui c'est. Vous voyez qui c'est ? Dans l'effondrement, non ? Exactement. Ouais. Et en fait, j'ai écrit un long métrage pour lequel il a dit oui, donc je suis super content. Donc le film n'est pas financé encore, mais quand on a coécrit le film avec Julien, vraiment il y avait un acteur. C'est un film choral avec cette comédienne. Et en fait, en écrivant, il y a vraiment un perso. On a dit ça, j'ai dit à Julien, j'aimerais vraiment que ce soit Philippe Rebaud, quoi. Sinon après sur le casting, je suis ouvert à tout, etc. Et donc on a écrit le film et on lui a envoyé le scénario. Je me suis dit putain, s'il dit non, t'es mal. Ça va vraiment me faire chier, c'est pas grave, je ferai mon deuil et puis j'irai voir quelqu'un d'autre et ça sera certainement formidable. Mais ça me ferait vraiment chier qu'il aime pas le film, quoi. Et t'as eu la réponse ? Et j'ai eu la réponse, il a mis du temps à répondre, donc j'ai flippé. Il a répondu, il a dit oui, il a aimé, donc je l'ai rencontré et j'étais super content, quoi, super honoré. Après, le film se fera pas, on verra, mais... Est-ce que le film, si on est bien informé, s'appellerait Foutu pour Foutu ? Ouais, bah putain, vous êtes bien informé. Tu vois, on a bossé, hein. C'est bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, ce film, il est en développement encore toujours ? Le film, il est en développement, c'est un premier film, c'est une comédie chorale un peu atypique, donc elle est pas facilement finançable, je pense. Et puis c'est normal, les mecs sont un peu frileux, ils se disent Martin Darando, moi je sais pas qui c'est, tu vois. Voilà, et puis la période aussi fait que c'est encore moins facile quand tu fais ton premier film. Bah oui, là c'est pas évident. Et du coup, t'as écrit pour lui. Quand j'ai écrit, je pensais à lui, ouais. Vraiment, tu vois, en écrivant, très souvent, moi je sors les répliques, je les joue et tout. Et j'imaginais lui. Et puis quand t'as des images mentales, j'imaginais vraiment Philippe Rebaud. Et ça t'arrive souvent du coup d'écrire pour quelqu'un ou tu te dis j'écris et le comédien va s'adapter ? Ça dépend. Non, ça dépend des projets. Il y a des projets où t'écris vraiment pour quelqu'un et c'est beaucoup plus facile. Ouais. Typiquement aussi dans Foutu pour Foutu, il y a 2 rôles qui sont les rôles de Zach et Edouard et qui sont 2 bras cassés. C'est les mêmes personnages et c'est les mêmes comédiens, Marc Rizzo et Nicolas Martinez, qui jouaient dans Troc-Mort, mon premier court-métrage. Donc en fait, ça a été pas simple, mais tout de suite, je savais quels étaient les personnages, je savais quelles étaient leurs failles, leurs histoires, leur manière de parler, de se mouvoir. Et oui, forcément, tu gagnes un peu de temps, quoi. Ça nourrit vachement d'avoir des comédiens. Enfin, je pense en tout cas que dans ce sens-là, ça peut nourrir d'avoir des comédiens en tête pour avoir des vannes qui vont être tournées d'une manière. Parce que c'est ça aussi qui va évident. Tu veux raconter une vanne, t'as l'idée de la vanne, mais après de la tourner de la façon dont ils peuvent la sortir, c'est un peu une science, ça aussi quand même. Parce que écrire, c'est réécrire. Et est-ce qu'une fois que t'as le casting, tu réadaptes ton scénario ? Tu réadaptes toujours dans le sens où le comédien, en lisant ton texte, il y a forcément des choses qui pour toi te paraissaient claires qui ne le sont pas forcément. En tout cas, dans sa bouche, ça marche pas. Ouais. Et parfois tu t'en rends compte toi-même et tu te dis change. Et parfois, c'est le comédien qui vient te voir qui dit je suis pas à l'aise avec ça. Donc soit tu arrives à lui faire comprendre ce que tu voulais dire, soit en fait tu te rends compte qu'effectivement il faut changer les choses. Et donc forcément, il y a de la réécriture avec les comédiens. Et tu laisses une part d'impro à tes comédiens sur tes textes ? Et oui, je laisse une part d'impro, évidemment. Mais j'aime bien qu'on improvise dans un cadre très strict. C'est-à-dire que pour moi, un film, quand tu pars en tournage, ton scénario doit se tenir, il doit être vraiment carré. Ouais. J'ai horreur des... Bon, c'est ma manière de travailler, après il y a des gens qui le font très bien, attention. Mais le côté, on verra cette scène-là, j'ai l'idée, on va voir comment ça se passe.
C'est bancal. Si t'es pas avec Jonathan Cohen, là t'es mal. Ouais, non mais voilà, non mais il y a des gens, et encore, hein, même Jonathan Cohen, je pense qu'il improvise Oui, beaucoup, bien sûr. j'en doute pas, il est très bon là-dedans, mais malgré tout, Cadré. c'est écrit, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Et il y a des gens qui arrivent à dire on part, on sait pas comment on va jouer, et ça marche très bien, et tant mieux pour eux. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Et après, quand tu joues, le comédien il te rajoute autre chose, ça te fait marrer, tu dis garde-le, en fait on va faire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Souvent c'est sur des fins de scène, où c'est des petits trucs rajoutés, des petits machins. Pour revenir sur Philippe Robot, ça c'est plus perso. C'est dans quel film vraiment qui t'a marqué? Moi je l'ai vu dans plusieurs courts-métrages. Je l'avais vu aussi dans son film qu'il a fait avec Roman Bourringer, L'amour flou, dans L'effondrement aussi. Ouais. Et aussi moi quand je choisis un comédien, il y a comment je dans les films dans lesquels je l'ai vu jouer. Mais aussi je le mate en interview. Parce que j'ai besoin de voir qui c'est ce mec ou cette nana. Comment il parle, ce qu'il aime. Et j'ai vu pas mal d'interviews de lui. Et il m'a touché en fait. Il a un truc un peu naïf. Il est super touchant en fait ce mec. Très humain. Enfin, ouais, il est très humain, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et est-ce que par exemple comme Alexandre Astier, tu préfères prendre les mecs pour ce qu'ils savent faire, ou plutôt parfois peut-être pas un contre-emploi non plus, tu vas pas prendre. Voilà. Non, je préfère prendre les gens pour ce qu'ils savent faire. Ok. Non mais Pour le côté rassurant aussi. Non mais c'est surtout, je sais pas comment dire, j'ai aucune. En fait, quand j'écris une histoire avec typologie de personnage, en fait, j'imagine quelqu'un qui lui ressemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je me dis pas, tiens, je vais prendre lui qui n'est pas du tout ça, etc. Enfin, je trouve ça compliqué en fait. Et je vois pas bien l'idée du challenge de faire ça. Ouais. Soit il y a un comédien vraiment que je trouve fantastique. Je tourne avec DiCaprio et je sais que le mec il sait tout faire. Qu'est-ce que tu veux Bryan Cranston il sait tout faire et je me dis vraiment. bon bah ok, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon de me dire tiens je vais me compliquer la vie. C'est un challenge de comédien finalement. Et toi en tant que comédien, est-ce que tu aimerais jouer quelque chose de différent Oui, j'aimerais bien jouer des trucs différents, des trucs pas forcément de la comédie, oui, bien sûr. Mais j'ai pas le rêve du Ciao Pantin quoi. Enfin tu vois, je m'en fous quoi. Non mais je veux des histoires, je veux des personnages qui me plaisent, je veux des histoires des trucs que je peux défendre. En fait, c'est jouer des rôles que je sens. Où je me dis tiens, parfois on m'envoie des castings et je lis les trucs, je me dis ben non mais c'est pas moi. Je me dis c'est pas moi, tu vois. Parfois on me fait jouer des trucs putain mais on envoie des trucs genre le médecin beau gosse qui drague la meuf de 40 ans, machin, etc. Avec qui il va avoir une histoire d'amour et tout. Je me dis, bah non, mais c'est pas moi, quoi. Enfin, tu vois, le flic, beau gosse. Non, mais tu dis, les gars, donnez-moi des trucs que je peux faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Voilà. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais un peu de ta manière de travailler. Et justement, c'est quoi ta manière de travailler? Parce que on écoute plein d'auteurs différents. Il y en a, ils vont travailler 8 heures super cadrés. Il y en a, ils vont travailler la nuit. Il y en a, ils vont lire plein de livres. Il y en a, ils vont au contraire rien faire. C'est quoi, toi, ton approche par rapport à ça? Ça dépend. Moi, j'aime bien me lever tôt pour travailler. J'aime pas trop travailler la nuit. Je trouve que je suis beaucoup plus créatif le matin. Okay. Donc, j'aime bien me lever tôt. Après, on a vu. Ouais, il est un peu tôt, mais il est 5h du matin. Mais moi j'ai les idées claires. Non, mais il y a pas de, il y a des trucs où c'est important de se nourrir. C'est vrai que quand tu vas raconter une histoire dans un univers que tu ne connais pas, c'est très important de lire des choses, de se renseigner. Alors attention, de lire des choses, je dis pas qu'il faut pas lire une encyclopédie de je sais pas quoi pour parler d'un sujet, tu vois, faut pas non plus prendre le poids des choses, il faut aussi avoir une idée, je pense, et de rester un peu naïf quand tu écris. Mais en tout cas, de lire des choses, des articles, t'inspire et te permet de compléter ton histoire et de te donner des idées en plus. Et après, voilà, le matin, j'aime bien travailler, je préfère travailler face-to-face que par Zoom, même si bizarrement, le Foutu pour Foutu, notre long métrage avec Julien, on l'a écrit en Zoom pendant le confinement. On n'avait pas trop le choix, mais c'est quand même agréable de bosser ça ensemble. Et après, il n'y a pas trop de règles. Je pense que les 8 heures de travail quotidien sur un même projet, j'y crois pas. Enfin, moi, j'y arrive pas, en tout cas. C'est qu'il y a un moment... La créativité, ouais, c'est ça. La créativité, elle s'en va un peu. Et puis, tu vas vite. Tu vas trop vite, tu dis ouais vas-y. En fait non, l'idée c'est pas d'aller vite et de vite finir, c'est de prendre le temps de le faire bien.
En parlant d'Ali On le sent avec Bertrand Huskla d'ailleurs. Hein, parfois, quand on écrit les bouts. c'est marrant. Meilleure transition du monde. Tu fais des podcasts, non? Ouais, t'as vu ça? Je sens les choses. Ouais, je crois. Non, justement, en plus, on allait enchaîner sur l'écriture de Brout. L'homme a toujours regardé vers les étoiles, hein. Ça lui a permis de se dépasser, de rêver à plus grand. La prochaine étape, ce serait bien sûr de coloniser Mars, qui a une température moyenne de moins 63 degrés. Mais bon, pour ça, il faudrait considérablement y augmenter la température. Rien n'est impossible, hein. On est bien en train de le faire sur Terre. Vous aviez une espèce de... Alors, une pression, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, un timing à respecter pour sortir les vidéos. Mais c'est super bien le timing, la deadline est super importante. Okay. Moi j'adore avoir des deadlines. Je ne suis jamais aussi performant qu'avec une deadline. Okay. Parce que tu sais que tu dois sortir un truc. Tu t'en fixes toi-même du coup les deadlines? Oui, tu t'en fixes toi-même, mais c'est pas pareil. Enfin, tu sais très bien que c'est pas vrai. Donc ton cerveau il était dit ouais, je la connais celle-là. non, mais d'avoir une vraie deadline, c'est... Ouais, c'est en même temps ça fait peur et en même temps t'es obligé de faire. Donc tu fais. Parce que c'était très court hein, quand même, Brout, pour écrire. Bah Brout, on écrit les lundis, mardis, pour un tournage le mercredi. Donc si le tournage est le mercredi, il faut savoir, il y a 2 épisodes à faire. Et il faut savoir que si tu tournes le mercredi, tu peux pas te permettre de finir le texte le mardi à 22h. Il faut... en gros, c'est lundi, écriture toute la journée. Et à mardi midi, les textes sont finis. Ouais, préparation. Voilà. Et puis... Après, c'est des mots à changer, mais voilà, mardi midi, c'est fini. Et du coup, l'écriture en groupe, c'est cool, non? Bah, c'est super intéressant parce que, en fait, ce qui est bien, moi je pense, dans l'écriture en groupe, c'est la hiérarchie. Et c'est la... Voilà. C'est-à-dire que Brout, c'est le programme court de Bertrand Huskla et le chef, c'est Bertrand Huskla. C'est-à-dire que c'est lui qui... Lui, on propose, nous, on propose et lui, il dispose. C'est-à-dire que les idées, on les a tous ensemble, on peut tous avoir une bonne idée. Ouais. Et derrière, quand on écrit des vannes, donc on écrit avec Bertrand et Guillaume Crémonez, son réalisateur. Quand il n'aime pas une idée, il n'aime pas une idée. Je veux dire, il dit non. Enfin, il le dit plus gentiment que ça, mais voilà. C'est des automatismes. Ouais, c'est des automatismes, mais au moins, c'est lui le chef. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est son programme, c'est lui qui le défend. Donc s'il dit non, il dit non, et on va pas parler 4 heures de « Ah, mais pourquoi t'aimes pas? Pourquoi? Mais tu sais, si jamais... » Non, parfois t'es un peu déçu parce que tu dis « Putain, moi j'aime bien cette vanne. » Est-ce que c'est dur de sortir, enfin, je veux dire, autre que quand vous écrivez? Est-ce que quand par exemple tu reviens chez toi et fais « Ah, mais ça pourrait rentrer dans Brout », est-ce que tu arrives à sortir un petit peu, de prendre du recul, ou t'es tout le temps dedans finalement? Bah forcément, quand tu fais enfin c'est pas une quotidienne, mais c'est une bille hebdo, donc c'est quasiment pareil, t'es toujours un peu en veille. Et tu vois, on a un groupe WhatsApp tous les 3 avec les garçons pour s'envoyer des idées. On s'envoie des idées, des articles, on se dit tiens, on pourrait parodier ça, on s'envoie des idées de vannes, on s'envoie des trucs. Donc oui, t'es toujours un peu en veille. Ouais. Mais c'est super agréable, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup travailler sans travailler. Et les idées viennent toujours plus, je trouve, quand tu ne travailles pas. Bah, c'est un peu ce que tu fais depuis quasiment tes débuts, parce que même quand tu étais sur Canal, tu avais quelque chose à sortir. Pour le JT Pressé, pour tout ça, tu avais quand même du contenu à sortir. Ouais, mais c'est une gymnastique. Souvent, quoi. Ouais, vraiment. C'est une gymnastique, et c'est une gymnastique que qu'on a eu la chance avec Jordi d'apprendre auprès de Bertrand Delair, hein, qui est un auteur historique chez Canal+, qui est là depuis plus de 20 ans. Okay. Et Bertrand Delair, Bertrand Delair, ça fait 15 ans qu'il sort une quotidienne tous les jours. Enfin, depuis, tu vois, oui, ça fait 15 ans qu'il sort une quotidienne en fait. Ça suffit, peut-être d'en rajouter des mots derrière en fait. Tous les jours, yes, impeccable. non mais tu vois, donc en fait, nous, quand on a commencé à bosser avec lui sur les mashups, le JT Pressé, etc., il nous disait, voilà, moi j'ai fait le SAV, j'ai fait la météo, j'ai fait machin. Il dit, la page blanche, je sais pas ce que c'est. Et il dit, on fait et on s'amuse. Il y a des jours qui seront mieux que d'autres, mais ce qui compte, c'est de le faire avec l'envie d'être positif, de dire tiens, ça nous fait marrer, on y va. Et toi, tu l'as la page blanche des fois, ou t'arrives à être d'accord avec lui? Honnêtement, tu vois, sur Brout, cette année, on n'a eu pas beaucoup d'urgence. Je crois que vraiment, on a eu 2 semaines, 2 fois où vraiment on était un peu en galère. L'actualité, on disait putain. Aussi, non? oui et non. Ouais. Oui et non parce qu'en fait c'est toujours la même. Cette année, le Covid. À un moment donné, une fois que tu as fait les bars sous Covid, les cinémas sous Covid, les fêtes sous Covid, et tu dis bon, Martine à la plage, Martine machin, tu dis c'est bon quoi. on a compris. Donc il y a des fois on était un peu bloqué, ce qui est assez horrible, mais non, ça va. Un peu d'adrénaline. Je repense toujours à Bertrand Delair dans ces moments-là. Je me dis, Bertrand dirait qu'il n'y a pas de page blanche. Et du coup, comment t'es arrivé sur le projet Brout? Je suis arrivé sur le projet Brout. Bah, moi, je connaissais un peu Bertrand Huskla de loin parce qu'il était à Canal, donc
s'était identifiés, on s'était croisés, on a fait des sketchs ensemble, je sais plus. Voilà, et puis on a bossé ensemble sur un projet qui ne s'est pas fait pour Canal. Un projet que Canal+ développé de programmes courts qui finalement s'est pas fait. Mais en tout cas on avait fait des pilotes et Bertrand Huskla et les Yes Vous Aime jouaient dedans. Et en fait en fin d'année dernière, fin juin 2020, donc il y a un an, même Bertrand cherchait un auteur en plus pour le tester sur la fin de saison pour la saison à venir. Et je crois que c'est lui qui a eu l'idée ou c'est quelqu'un du Studio Bagel qui lui a dit bah tiens si tu veux essayer de bosser avec Martin machin et donc on s'est retrouvés, on a bossé ensemble, ça s'est bien passé et comme la fin de saison s'est bien passée, il m'a rappelé là en août dernier pour me dire bah écoute si tu veux être en fixe avec moi sur l'écriture de Brood cette année, viens, et j'ai dit bah écoute super. Et c'était le dernier de la saison ou c'était le dernier concours là ? Non, c'était. Non, les premiers qu'on a fait ensemble, c'était les derniers. C'était genre les 4-5 derniers où j'avais bossé avec lui. Et du coup, là, cette saison, j'ai fait toute la saison avec lui. Et il y a une saison après encore après ? Écoute, on sait pas. On est non, c'est pas une question de scoop. Ce que je peux vous dire, c'est que Canal+ en a envie, en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. Et Canal+ nous fait confiance et c'est une chance, vraiment, d'avoir la confiance de la chaîne. Maintenant, ça va dépendre de nos envies à nous. C'est qu'on n'a pas envie de... Je parle un peu de Bertrand peut-être, mais voilà, la saison de trop. Et c'est comment on peut faire évoluer le truc. C'est si on fait une saison 3, c'est pour qu'elle soit meilleure que la saison 2, qu'elle soit encore plus originale, encore plus incroyable, entre guillemets, d'être encore plus créatif. Si c'est pour faire la même chose au même niveau, je pense qu'on va se faire chier. Parce que là, en plus, vous avez sorti, arrête-moi si je me trompe, mais un hors-série, je crois, la semaine dernière ou cette semaine, avec Louise Bourgoin. Ouais, alors en fait, il y a eu 3 hors-séries entre guillemets cette saison, un avec Louise Bourgoin, un avec Camille Cotin et un avec Alex Lutz, qui faisait partie en fait d'une émission Canal du mois d'avril, je crois. Qui s'appelait Canal+ Replay, exactement, qui échangeait les talents dans les programmes. Ok, d'accord. Et Louise Bourgoin est sorti en web effectivement là il y a 2 semaines. Alors oui, j'ai déclaré il y a quelques années vouloir mettre un terme à ma carrière politique. Mais je maintiens, tout ça c'est fini. Pour moi, la culture, c'est pas un métier, c'est une passion. Ouais, t'es aussi metteur en scène, enfin ça on le sait depuis un petit moment. Ouais. Mais tu vas mettre en scène le premier spectacle de Violente Viande, il me semble. Ouais, tout à fait. Je sais pas si c'était une exclue ou pas qui est sortie cette semaine. Moi je savais pas en tout cas. Non, écoute, Monsieur Viande m'a appelé. Monsieur Viande. Quelque temps. Non, mais. Violente Viande, effectivement, il bossait avec nous, avec Jordi, sur le JT Pressé. Ouais. Et on l'a rencontré, je l'ai rencontré comme ça. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît avec Violente Viande. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et donc on se suit. Lui n'habite pas à Paris, mais on se suit pas mal, on se donne des nouvelles. Et puis en fait ça part d'une connerie, ce truc de scène où il avait mis un truc en disant ouais je vais jouer sur scène et tout, et je lui écris, je lui dis ah bon et tout, il me dit non mais je me chie dessus, j'oserais jamais et tout. Je lui dis bah écoute écris, tu vois, écris, je lui dis si t'as envie de le faire écris et puis tu verras bien. Et le gars s'est mis à écrire et au bout d'un moment on s'est revu et puis il m'a dit bah tu voudrais pas faire la mise, tu peux m'aider, et je lui dis bah écoute avec joie. Donc pour l'instant c'est en écriture. C'est en écriture. Après Flo, voilà. Alors je pense que vraiment, Violente Viande, il a vraiment besoin de deadline parce que le spectacle est en train d'être écrit. Okay. Et le jour me dit au fait, on joue le 21 septembre. Allez, je t'embrasse. Vous avez une date en septembre. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien parce que j'aime beaucoup parce que du coup ça va se faire. Okay, du coup il sera là. Et... Non et puis ce mec-là est un énorme bosseur. Ouais. C'est un mec qui bosse, mais vous n'imaginez même pas. Moi j'ai l'impression que je bosse sur beaucoup de projets, mais lui quand je l'écoute je me dis non mais c'est un malade. Il écrit 4 bouquins en même temps, son spectacle, son compte Insta. Ouais, c'est ça, des conneries sur Insta tous les jours. Toujours des idées, très créatifs, très malins. Donc, en vrai, il y a pas mal de comptes comme ça qui vont essayer d'être aussi drôles ou aussi percutants que lui, je trouve. Souvent imité, rarement égalé. Vraiment. Non mais vraiment en plus. Parce qu'il y en a beaucoup, et j'en suis pas mal. Et franchement, je les ai tous unfollow, sauf lui parce qu'il fait mouche quasiment. Bah, il est très fort. Après, on peut ne pas tout aimer. Il est corrosif. Il est corrosif et ouais, bien sûr, mais en vrai, il dit quelque chose, c'est intéressant, c'est drôle, voilà. Et sur le côté corrosif, je trouve que sur Brood, souvent, vous flirtiez, et c'est positif, avec la limite de l'humour noir aussi de temps en temps. Il y avait 2-3 vannes sur les agriculteurs, etc. qui sont, nous font beaucoup rire.
Mais du coup, je trouve que peut-être, alors c'est peut-être avec l'influence de Bertrand, mais déjà ton écriture, peut-être c'est plus, je trouve, était plus incisif sur Brut que sur peut-être tes projets précédents. Peut-être, ouais. Et du coup, maintenant, ta mise avec Violente Viande, ça va dans cet endroit-là aussi, ou c'est un hasard? Bah, en fait, quand je bosse comme ça au service d'eux, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, Brut, c'est pas mon programme, c'est le programme de Bertrand. Bien sûr. Donc ce qui compte, c'est l'univers de Bertrand, et moi j'essaie de me greffer à son univers. Donc forcément j'amène de moi, et forcément du coup je tire un peu le projet vers moi, mais l'idée c'est quand même d'aller dans son sens. Donc moi je m'adapte à la personne, à l'univers dans lequel je rentre. Et Bertrand, l'idée malgré tout c'est de raconter quelque chose. Bertrand il a des vraies convictions politiques. L'idée c'est pas non plus de faire un truc à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est de dire quelque chose. Mais de le dire de manière toujours drôle, d'être toujours dans la vanne et de jamais être dans le message revendicatif. Ouais, pas drôle, parce que le but de Brut c'est de l'entertainment, enfin c'est de s'amuser. Ouais. Si on commence à être nos passaran, enfin tu vas demander, on se dit écoute, gars crée un parti politique, il nous fait pas chier quoi, mais c'est pas l'idée. Celui-là qui est Borderline par exemple, celui-là de l'inceste, le jeu de société, je trouve excellent parce que c'est Borderline, on part de l'inceste, mais du coup, tu peux le regarder quand même et c'est pas trop incisif. Et en même temps, on c'est pas ad hominem. Enfin, tu vois, on va pas parler de quelqu'un en particulier, on va pas défoncer quelqu'un. Et ça, c'est vraiment une règle sur Brut. C'est de temps en temps, on fait des petites vannes sur des gens, des petits tags, Patrick Bruel, machin. Bon, c'est mignon, tu vois ce que je veux dire. C'est des vannes un peu faciles, un peu grasses, mais bon, de temps en temps. Mais jamais c'est jamais méchant, c'est jamais à charge. Quelqu'un, vraiment, on essaye. Alors de prime abord, ça peut paraître un peu compliqué à jouer, mais bon, vu les statistiques sur les agressions sexuelles sur les enfants, il y a 10% de la population qui connaît déjà les règles. Et c'est d'avoir un message, bien sûr, mais toujours d'être sous l'humour. S'il n'y a pas l'humour, on ne devient pas sympa, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Et Violente Viande, bah écoutez, ça s'écrit pour l'instant. Est-ce qu'on va passer un peu plus au-dessus de la borderline ou... Oui et non, enfin, l'idée du spectacle, pour l'instant, c'est de raconter quelque chose, quoi. Ça s'appelle, pour l'instant, ça s'appelle Not All Men. Et l'idée quand même de ce spectacle, c'est quoi la place d'un homme blanc de 35 ans hétérosexuel dans la société d'aujourd'hui. Donc forcément il y a une bonne question, une heure et demie pour y répondre. Non mais donc le thème c'est ça. Après on verra comment on va le où est-ce qu'on va dévier, où est-ce que ça va nous amener, tu vois, dans l'écriture, parce qu'on est encore en train d'écrire. Enfin lui est en train d'écrire, moi je reprendrai après. Et est-ce que ça sera plus borderline ? Je ne pense pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Flou quand on a commencé les premières séances de boulot, c'est de se dire, l'idée c'est pas de faire du Instagram, il va pas être avec son Instagram et lire tous les trucs, tu vois, bien border qu'il a sur son Insta, c'est d'aller plus loin. Voilà, le border pour le border, ça me fait chier quoi. Le côté, vous êtes venu me voir, il y a des humoristes comme ça quoi. C'est genre, voilà, eux c'est le trash. Donc quand t'arrives, il faut forcément qu'ils insultent la mère de la meuf au premier rang et qu'ils crachent sur les gens. Et tu te dis bah non mais enfin. J'ai payé ma place en fait. Ouais non mais c'est bon quoi. Le trash pour le trash, c'est bon, ça me fait chier quoi. Bah c'est une autre forme d'humour qui est plus du tout actuelle pour le coup. Là, vraiment, on est sur... Oui mais après il y a des gens, c'est vraiment leur univers, c'est leur truc. Et tant mieux s'il y a un public, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire. Pas de problème. Mais faites. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi ça me le hardcore pour le hardcore. Ouais, ça va pas être le sensationnalisme quoi, c'est pas le but en tout cas. Rechercher quoi. Okay. Non, pas du tout. Et du coup, pour revenir sur ton métier d'auteur, t'en penses quoi de la reconnaissance justement de ce métier ? Parce que c'est un peu un métier vu quand même un métier de l'ombre. Ouais, c'est un métier de l'ombre. Mais c'est un métier de l'ombre. Il faut quand tu le pratiques, il faut le savoir. C'est-à-dire que tu travailles au service d'eux. C'est comme un mec, j'aime beaucoup le foot, c'est comme un mec au milieu de terrain qu'on va peut-être pas beaucoup voir, mais qui va donner, c'est pas lui qui marque les buts, mais c'est le plaisir de donner la balle, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et c'est aussi un vrai plaisir de donner les ballons. Okay. Et il faut le savoir que tu seras moins en lumière que, que Bertrand, par exemple, ou que Violente Viande, ou machin, mais il faut l'accepter. Si tu l'acceptes pas, c'est très très dangereux. Il faut être reconnu par ses pairs que reconnu dans la rue, non ? Oui, enfin ce qui compte c'est d'être heureux quoi. Enfin tu vois, ce qui compte c'est de... Non mais c'est débile ce que je dis, c'est Christophe Maé, mais non mais l'idée c'est d'être bien dans sa peau et bien dans ce que tu fais. C'est-à-dire que moi je suis très heureux de faire ça me fait marrer de le faire.
quand un sketch de Brut sort, je suis à fond derrière pour voir si ça marche, comme si c'était mon programme. Et c'est très bien comme ça. Et quand il y a et quand c'est des interviews de Brut, bah oui, c'est Bertrand, bah évidemment, parce que c'est son truc, quoi, et c'est normal. Bien sûr. Et basta, mais ouais, il faut le savoir. Après, il faut se battre pour que ce métier-là soit reconnu, soit bien payé, soit voilà, évidemment. Parce qu'il y a plein de scénaristes et d'auteurs qui se font avoir parce que très peu payés, parce qu'il y a plein de gens qui ne reconnaissent pas ce métier, contrairement aux États-Unis où quand même le métier est plus reconnu et mieux payé, etc. Mais voilà, ce combat-là, évidemment qu'il faut le mener. Mais après, la reconnaissance, d'avoir les lumières sur soi, ne fais pas ce métier-là si tu veux ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, l'envie de faire un podcast, est-ce que c'est une envie aussi de se rapprocher du public ou Mon podcast moteur, tu vois. Moteur, ouais. En fait, je vais vous dire, le podcast moteur, ça vient vraiment d'une envie. C'est-à-dire que, à force de faire des soirées avec des potes qui travaillent dans ce milieu et qui ont des postes différents et qui discutent ensemble, et je me dis, c'est vachement intéressant comment, je dis n'importe quoi, le rythme de la comédie, comment mon pote Félix Guimard, réalisateur, en parle, et mon pote monteur Denis Camelin en parle, et comment ils sont pas d'accord ou d'accord. Et... Ouais, c'est intéressant d'avoir sur un même sujet des postes différents. Et en fait, c'est vraiment venu de ça. Moi, c'est vraiment venu de deux potes qui discutaient en soirée. Je me dis, putain, c'est intéressant. Et j'en ai parlé à Queenie Tassel, qui est une nana avec qui je travaille sur ce projet. Et on s'est dit, faisons-le pour le faire, parce qu'on pense que c'est intéressant. Sans se poser plus de questions que ça, en se disant, est-ce que ça va... On s'est dit, nous, ça nous intéresse, on pense que ça va intéresser les gens. Voilà, on est vraiment parti de ça, et l'idée, c'est de le faire quand on peut. Donc là, on en a fait 4. Là, c'est un peu plus galère, parce que le studio, c'est Grunt, qui sont adorables, qui est une radio de rap dans le 18e, qui nous prête les studios. En ce moment, ils sont full, donc on n'a pas le studio, donc on se dit, on fera les prochains en septembre, c'est pas grave, personne nous attend, donc... Oui, non, mais c'est adorable, mais je veux dire, on le fait quand on peut le faire, quoi, tu vois. Bien sûr. Et là, on a fait une petite pause, du coup, et dès qu'on a le studio, dès qu'on peut le faire, on fera d'autres épisodes. Le prochain épisode, c'est censé être sur le son. Ouais, c'est ça. Ce sera le son. Des pistes d'invités ou Ouais, tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'avoir un bruiteur. Une évidemment, une ingénieur du son, un compositrice de musique de film, et j'aimerais beaucoup, et il m'avait dit oui, sauf que j'ai dû décaler la date, et j'espère qu'il sera, je croise les doigts, qu'il sera encore dispo quand on le fera. Hans Zimmer, non, pas du tout. Non, Timothée. Timothée qui a fait la série Calls et qui travaille beaucoup sur le son et qui fait de la fiction, et du coup je trouve ça super intéressant d'avoir ce mec-là qui est brillant et de le faire discuter avec les 3 autres. Une fiction audio, justement. Ouais. Comment ? Fiction audio, ça t'intéresserait, une fiction audio ? Oui, mais moi tout m'intéresse. Non mais je veux dire, tout faire. Mais non, mais c'est tout m'intéresse quand il y a une bonne idée. Ouais. C'est-à-dire que j'avais parlé un peu avec Lorenzo Benedetti qui gère Paradiso, qui est une boîte de podcast qui font beaucoup de fiction. Il m'a dit ouais, vas-y, ça te dirait pas ? Je dis bah ouais, si, mais le jour où j'ai une idée, où je me dis tiens, cette idée-là, elle est géniale, et elle est géniale en podcast audio, en fiction audio, avec plaisir, carrément. Mais c'est l'idée en fait. Tu vois, voilà, le podcast moteur, j'avais pas spécialement envie de faire un podcast. Ouais, c'est mais je me suis dit tiens, ça comment on peut le faire ? Je me suis dit putain, ça va être chiant à filmer. Putain, mais faisons un podcast en fait, tout le monde fait ça, c'est cool, c'est assez. Tu peux venir en jogging. Je peux venir en jogging. Non, mais surtout c'est vous voyez bien comme on est aujourd'hui, c'est léger comme un style, tu vois, des micros, il y a là, on y va quoi. Donc c'est cool. Je voulais parler moi du Nikon Film Festival. Du coup, tu as joué dans un Nikon, tu as joué sur Top Départ. Ouais, d'Olivier Cavella. Ouais, avec Enya Barwewski-Kilal. Ouais, tout à fait. Le prix du meilleur scénario pour Top Départ en plus, donc ça c'est cool. Et tu as été aussi acteur, co-scénariste sur Tu vas revenir, qui a fait 12e. Là, il est 12e, ouais. 12e, il a fait, c'est ça, au classement du public. Ouais, exactement. Félicitations. Ouais, c'est cool. Il y en a beaucoup. Ah, bien sûr, 1680. Ah, c'est super. Et on voulait te demander, t'en as un autre de prévu ou sur la prochaine édition ? De Nikon ? Ouais. Les thèmes sortent début juillet, je crois. Ouais. Mais encore une fois, ça va être à l'idée, à l'envie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui sort, s'il y a un truc qui ring a bell, je vais me dire ah super. Tu vois, j'en parlais avec Léo Grandperret, qui j'ai écrit Tu vas revenir et qui a réalisé Tu vas revenir. Et Léo est un habitué, il a gagné 3 prix, je crois, au Nikon. Il en a fait 4 ou 5 des courts-métrages. Il a gagné pas mal d'appareils photo. Exactement. Non, mais... et tu vois, je l'ai vu là, la semaine dernière, et il me disait, bon, c'est bon, là, le Nikon, c'est bon, j'arrête et tout.
Et je dis mais arrête, tu dis ça tous les ans et tous les ans t'as une idée, t'as envie de le faire et tu le fais et c'est génial. J'ai donc arrête de te dire non. Parce que je vous le dis, le Grand Perret il fera un Nikon l'année prochaine. Voilà, sûr. je suis sûr. Tu le sais, ok, Je suis d'accord. sûr et ça sera très bien, j'en suis sûr. Et est-ce que tu as envie toi, de faire des festivals comme ça pour faire le festival par exemple? Je sais qu'il y a beaucoup de festivals de court-métrage 48 heures. Ouais. Est-ce que les trucs comme ça t'intéresse? Alors moi j'aime beaucoup le Nikon parce qu'il y a une vraie contrainte, il y a une deadline et j'aime beaucoup travailler sous contrainte, de dire un thème. Le 48 heures est aussi une énorme contrainte, mais en fait je ne trouve ça pas, je vais pas me faire que des amis, mais je trouve la contrainte du temps pas intéressante, me fait chier en fait. Le côté de dire il faut aller vite ne m'intéresse pas. Pour moi je vois pas les choses comme ça. J'aime bien. Pourtant il y a des deadlines là. Oui mais bien sûr, mais du coup je trouve ça too much. Tu vois ce que je veux dire? Le côté vite, faut faire vite. Non, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est pas de prendre mon temps, parce qu'on parlait tout à l'heure de Brut et tout, qui a besoin d'être dans un rythme assez soutenu, mais c'est soutenu, mais sauf que t'as déjà un cadre, tu sais ce que tu vas faire. Là, d'arriver from scratch et de te dire dans 48 heures, faut qu'il y ait un film, faut l'écrire vite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser à le faire. Et je trouve ça très dur. Et par contre, je suis admiratif des gens, notamment c'est les Parasites qui faisaient beaucoup des 48 heures. Je suis admiratif du travail de ces gens-là en si peu de temps. Bravo. Mais moi perso, ça me bon. Je fais une crise d'angoisse. Ouais, ça me fait chier quoi. Enfin, de devoir bosser aussi vite, ça m'intéresse pas. Ok. Voilà. Alors là, c'est un petit peu la question philosophique, on va dire. Vas-y. Voilà. Fais gaffe, j'ai eu 8 en philo. Ah mince. Putain, il y a 13 ans. Est-ce que on a vu que tu as touché presque tout. Est-ce que l'écriture, c'est une étape ou une finalité? Est-ce que tu écris pour aller quelque part ou c'est ton but final? Non, j'écris parce que ça me fait marrer et parce que j'aime ça et parce que ça me plaît et j'écris des trucs que j'ai envie d'écrire. Et après, aller quelque part, je n'ai aucune stratégie, on dirait un mec qui veut se présenter aux élections présidentielles et qui dit, vous savez, je n'ai aucune stratégie, ce qui compte c'est ma région. Non, mais c'est vrai, moi je fais les choses parce que ça me plaît, et puis peut-être que dans 5 ans, 10 ans, je voudrais plus écrire et je ferai que de la production, ou je ferai que de la réal, ou je ferai plus que de la boulangerie, j'en sais rien. Mais non, il n'y a pas de calcul quoi. Parce que par exemple, Dupontel, c'est une grosse rêve pour moi, il a commencé à la scène pour aller au cinéma. Pour se faire connaître et aller au cinéma. Et du coup, toi, est-ce que le cinéma sur grand écran, ça t'intéresse de ouf? C'est le but, ça pourrait être un but ultime pour un auteur, non? Évidemment que c'est un rêve de faire un film. Tu vois, j'en ai écrit un, j'en ai écrit d'autres aussi en co-auteur, mais qui ne sont pas mes projets. Je bosse avec Enya Barou sur son long métrage. Évidemment que c'est un rêve de faire un film, parce que tu te dis putain j'ai envie de le faire. J'ai fini le jeu. Non, c'est pas j'ai fini le jeu parce que tu finis jamais le jeu, enfin tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça qui est génial. Mais évidemment que j'ai envie. Mais sinon il y aura d'autres choses, enfin tu vois ce que je veux te dire. Mais oui, j'ai envie. Pour moi il y a 5 ans c'était inconcevable. Écrire un long métrage c'était mais c'est trop dur. Enfin c'est trop c'est pas possible quoi. Et de l'avoir fait, je me dis bon bah voilà, c'est possible en fait. J'ai réussi à monter une fois la montagne, je devrais réussir à la remonter. Attends, il faut que ce film il se fasse, il faut que les autres se font. Si c'est écrire des scénarios, que les scénarios restent dans des cartons, c'est écrire des bouquins, mec. Pitcher un petit peu, Foutu pour Foutu. Foutu pour Foutu, c'est un film très difficilement pitchable, mais je vais y arriver. En gros, ça se passe à Dunkerque sur une semaine, et c'est 3 groupes de personnages qui sont dans la merde. Et d'un côté, 2 candidats à la mairie de Dunkerque qui font tout pour être élus. De l'autre côté, 2 bras cassés qui ont une semaine pour rembourser 100 000 euros qu'ils ont perdus. Et de l'autre côté, 2 journalistes locaux qui n'ont pas de sujet à traiter et qui doivent faire du sensationnel pour rester dans la chaîne locale. Et ces 3 groupes de personnages vont se rendre compte qu'ils ont besoin les uns des autres pour s'en sortir. Ok. Ah, c'est pas mal pitché. Bien joué, bien joué. T'as dit que c'était difficile. Au bout de la... Moi je paye. Ouais. Non mais c'est ouais. T'es prêt pour la politique. Ouais, je suis prêt pour la politique. Vraiment, là. On était avec Xavier Bertrand ce matin. C'est ça. Là, c'est Jean-Jacques Bourdin, on va devenir. Vraiment. Exactement. on part difficile. Bon. Pour boucler la boucle un petit peu, on te l'a dit, on va rencontrer Navo. Et tu t'es fait connaître par une parodie de Bref. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on est rentré chez Canal avec Jordi. Ok, c'est en fait, Jordi connaissait Cannes parce qu'ils avaient bossé ensemble sur France 4 dans une autre vie. et Jordi était très au fait de Bref. Il m'a dit mon pote Cannes que je ne connaissais pas
va faire un programme court sur Canal, ça sort bientôt. Il y avait une bande-annonce avec Michel Denisot et tout. Donc en fait, on était vachement prêts. On avait regardé vraiment les premiers brefs et tout, qu'on avait trouvé évidemment fantastique comme tout le monde. Bien sûr, je pense. Et très vite, avec Jordi, on s'est dit putain, on pourrait faire une parodie quoi. Et on a écrit ce truc-là très vite avec Jordi. L'écriture était ultra fluide de ce truc-là. Je me souviens toujours, on était chez un pote à lui. Et on l'a tourné, on l'a fait, etc. On l'a mis sur Internet. On n'avait pas de chaîne Internet. Nous, notre but, c'était pas... Enfin, tu vois, on savait même pas que c'était Norman, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Je sais même pas si Norman avait commencé, c'était en 2011. Là, j'avais envie de lancer le boomer pour chaîne Internet. Ouais. J'ai dit chaîne Internet. Putain, on va avoir pas de chaîne YouTube. Ouais, non, excusez-moi, les gars. Non, mais c'est pour vous dire à quel point, vraiment, c'était pas du tout dans nos priorités. Et en fait, j'avais écrit une pauvre chaîne YouTube, du coup, voilà. Et on avait balancé ça en disant, bah voilà, au moins on pourra le montrer à nos potes et on espère que ça marchera un peu. Et c'était donc notre première vidéo et le truc est parti et tout et a fait plus d'1 million de vues, machin, etc. Et Canal, et après il y en avait plein. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on s'en rendait pas compte, c'est qu'on était les premiers à faire une parodie de Bref. Avec Kevin Razi aussi, qui avait sorti le même jour, je crois. Ou le lendemain. Et du coup, Canal nous a... Exactement. Et Canal Plus nous a appelé derrière ça et on est rentré comme... Après, moi, je sais pas, l'histoire est très longue. Est très très longue de comment on est rentré chez Canal. Mais c'est comme ça en tout cas qu'on est rentré chez Canal. Okay. Bref, j'ai voulu parodier Bref. J'ai commencé par me faire tous les épisodes en m'allumant une clope. J'ai fini les épisodes, j'avais pas fini ma clope. Il me fallait une chambre, une voix off et des plans courts. Mais pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. Alors moi j'ai jamais travaillé en direct avec Navo, j'aimerais beaucoup parce que c'est un mec très brillant. Et je sais je bosse avec Ambroise et Xavier qui sont deux comédiens, auteurs, humoristes qui jouent sur scène et que je mets en scène avec Thomas Soulignac. Et Ambroise et Xavier bossent avec Navo en ce moment. Il est collaborateur artistique avec eux et les gars me disent vraiment putain il est super Navo. Il fait tranquille. Nous au départ je dis mais j'aimerais trop en réunion et tout. et voilà et je crois que j'en suis sûr que ce mec est brillant. Et du coup pour finir dernière question, c'est quoi tes rêves du futur? Donc ça peut être cinéma, ça peut être musique, ça peut être tout ce que tu veux. Mes rêves du futur, j'ai très envie de voir le nouveau film de Julia Ducournau. Donc Julia Ducournau, celle qui avait fait comment ça s'appelle, Grave. On en parlait juste avant que t'arrives. et là, son nouveau film s'appelle Titane, je crois. Okay. Enfin, j'ai vu la bande-annonce l'autre jour, je me suis dit, wow. Ça va être... je sais pas. Mais regardez la bande-annonce. Tu vois la bande-annonce, je me dis, ok, ça c'est du cinéma. T'as vraiment envie de le voir. Donc j'ai très envie de voir ça. Un peu honteusement, j'avoue que j'ai vraiment découvert Bo Burnham il y a quelques semaines. Je sais pas si vous connaissez, qui est un humoriste américain. Ouais. Et mes potes, justement, Ambroise et Xavier, m'en parlaient beaucoup. Ils disaient c'est génial, et j'avais vu des sketchs de ce mec-là, mais sans vraiment m'intéresser. Non, c'est un mec qui fait de la scène. Il les réalise aussi, il a fait un long métrage. Et bref, Ambroise et Xavier m'en parlaient, ils me disaient putain, Bo Burnham c'est génial. Il m'avait montré des sketchs de ce mec que j'avais trouvé drôle, mais j'avais jamais vu un spectacle en entier. Et il a fait un espèce de spectacle concept qui s'appelle Inside sur Netflix. Et je vous conseille ce truc-là si vous n'avez pas vu ça. Ouais. C'est du... Alors je déteste dire c'est du génie, je trouve ça toujours insupportable, mais c'est brillant. C'est vraiment ce mec-là est intelligent, c'est créatif, c'est bourré d'idées. C'est que tu vois ce truc Inside, qui est une espèce de spectacle qu'il a fait chez lui, enfermé pendant le confinement. Ah oui, j'ai vu, il réalise, il fait la musique. Il fait la musique, il fait tout. Enfin, j'en avais entendu parler. Brillant. Okay. Mais surtout, tu vois le truc, tu te dis putain, mais pourquoi j'ai pas eu cette idée quoi. C'est ça, un auteur, il dit pourquoi j'ai pas eu cette idée. Bah en tout cas, c'est pas tant ça, mais un auteur, mais en tout cas, c'est ça quand tu vois des gens bourrés de talent. Ouais. Parfois, tu vois des idées, tu te dis putain, quelle bonne idée. Vraiment. Ah ouais, tu te dis putain, pourquoi j'ai pas eu cette idée. Dans Bo Burnham, il y avait vraiment un truc assez profond aussi, qui était presque triste en tant que... Enfin, ouais. On voyait l'artiste qui était seul et il y avait un côté mélancolique ou je sais pas comment... Alors, parfois j'ai un peu de mal, c'est le truc avec lequel j'ai un peu de mal moi dans Inside, où parfois je trouve ça un petit peu trop mélodrama, poussé. Ouais, mis en scène. Peut-être que c'est très vrai tout ce qu'il dit quand il est très affecté et tout, mais moi je m'en fous un peu de rentrer dans son intimité. Ouais, non, c'est pas tant ça, mais ça ne m'intéresse pas de rentrer autant dans son intimité parfois, et je préférais que ça soit parfois un tout petit peu plus pudique, mais c'est vraiment je dois faire une critique, mais c'est génial de bout en bout, hein, vraiment, attention. Un petit peu trop inside quoi. Ouais. Un peu trop inside. Bon, en même temps c'est le titre, ouais, c'est vrai que j'aurais dû. Il y avait un indice. Exactement. Et parfait. C'est super triste, mais c'est la fin déjà. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Bon bah trop bien, j'écouterai alors. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Bien les gars.